Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État préside la 11e séance du Conseil des ministres. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Et le président de la Banque africaine de développement a souligné la bonne santé financière de l'institution qu'il dirige. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement. S'est tenue ce mardi la 11e séance du Conseil des ministres. Eh bien, la première question est relative à un projet de loi portant sur les modifications des dispositions de l'article 435 du Code civil et qui va permettre ainsi l'adoption des enfants abandonnés par des personnes donc veuves ou célibataires. Le Code civil évoluera en fonction des besoins réels de la société. Suivant les 4 premières questions de cette 11e séance du Conseil des ministres, et le compte rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement. Voilà. La 4e question donc concerne un projet de décret portant mise en place d'un Conseil national du tourisme durable. On le rappelle, le tourisme occupe une place éminente dans la vision Djibouti 2035 et son rôle vecteur. Et donc la création d'emplois, les croissances économiques et le développement est aujourd'hui incontestable. Vous entendrez dans un instant dans le journal le compte rendu du porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Et suivant justement la première partie donc, de ce compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 11e séance du Conseil des ministres en ce mardi 18 juin 2019. Était inscrite à l'ordre du jour 6 questions. Première question est relative à un projet de loi portant modification de l'article 435 de la loi numéro 3 en 2018 de la 8e législature du 12 avril 2018 portant Code civil. Les modifications des dispositions de l'article 435 du Code civil du 12 avril 2018 permettra l'adoption d'enfants abandonnés par des personnes veuves ou célibataires âgées de 28 ans. La disposition amendée excluait auparavant cette possibilité et n'accordait ce droit d'adoption d'enfants abandonnés qu'aux couples mariés depuis 5 ans et non séparés de corps. Cette adoption se fera sous le contrôle d'un juge conformément à la procédure habituelle. Le Code civil évoluera en fonction des besoins réels de la société dans les années à venir. La deuxième question concerne un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat de 5 concitoyens djiboutiens. Il s'agit de M. Waïs Abdurrahman Hassan, de M. Sadiq Ali Ismail, de M. Ibrahim Ilmi Idriss, de M. Ali Aref Mohamed et de M. Thomas Kern Ahmed Ibrahim. Ces candidats remplissent les conditions exigées par la loi numéro 236 de l'an 1987 de la première législature, du 25 janvier 1987. Pour être agréé donc à l'exercice de la profession d'avocat.
La troisième question est relative à un projet de décret portant approbation du schéma directeur de développement et de la promotion du tourisme dans notre pays pour la période 2019-2024. Le tourisme aujourd'hui à Djibouti est de taille modeste et peu structuré, autant au niveau des opérateurs que des services et des attractions touristiques. Ce schéma directeur du développement et de la promotion du tourisme dans notre pays trace les grandes lignes de cette stratégie de développement sur la base de l'analyse et de la dynamique des arrivées de touristes internationaux et de l'étude de la structuration de la qualité de l'offre de produits et de services touristiques. Ce schéma directeur s'accompagne de propositions d'actions budgétisées visant non seulement le développement d'un tourisme durable, mais surtout un développement durable des territoires dans le contexte d'une croissance du tourisme. 4 axes représentent le socle de ce schéma directeur. Premier axe est relatif à l'accompagnement du développement du tourisme durable. Le deuxième axe repose sur la planification et la valorisation des principes des sites touristiques. Troisième axe est relatif à la structuration de l'offre des produits touristiques. Et le quatrième axe concerne le développement des ressources humaines. Et la quatrième question donc porte sur un projet de décret portant mise en place d'un Conseil national du tourisme durable. Le tourisme occupe une place éminente dans la vision Djibouti 2035. Son rôle, tout ça, donc, écoutez le porte-parole du gouvernement. La question concerne un projet de décret portant mise en place d'un Conseil national du tourisme durable. Comme le tourisme occupe une place éminente dans la vision de Djibouti émergent 2035 et son rôle comme vecteur de création d'emplois, de croissance économique et de développement, il est aujourd'hui incontestable que le tourisme reste donc un secteur porteur. Le Conseil national du tourisme durable donc est un organe consultatif mixte consolidant le partenariat public-privé et a pour ambition de développer une synergie entre les actions de l'État et ceux du secteur privé, en vue de promouvoir le développement d'un tourisme durable dans un cadre légal respectueux de l'environnement et profitable aux populations locales, ainsi que tout en étant bénéfique à l'économie nationale. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant distraction et incorporation d'une parcelle de terrain. Cette parcelle de terrain, attribuée en compensation à l'homme d'affaires M. Mohamed Hussein Al-Amoudi, est de 52 562 mètres carrés. Elle est déduite d'un terrain appartenant à la Djibouti International Trade Free Zone. La sixième question est relative à un projet de décret portant nomination d'un directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti, M. Idriss Ali Sultan, administrateur civil de classe exceptionnelle du corps de l'administration générale, précédemment directeur de la direction de la statistique et des études démographiques, est nommé directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti. Également dans l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui la ministre kenyane des Affaires étrangères, Mme Monica Juma, par ailleurs porteuse d'un message de son président, Uhuru Kenyatta. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de cette rencontre. Les questions liées à la sécurité et à la stabilité de la région ont constitué le premier volet de ces discussions. Les entretiens ont ensuite porté sur les récents différends qui opposent la Somalie et le Kenya, deux nations de la sous-région avec lesquelles la République de Djibouti entretient des relations privilégiées. À noter aussi que la question de la candidature de Djibouti et du Kenya au poste de représentant non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies a été longuement abordée. Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que notre pays et le Kenya entretiennent depuis quelque temps des discussions régulières afin que l'un des deux se désiste au profit de l'autre pour 2 ans, donc 2021 à 2022. Le représentant de l'Afrique de l'Est au sein du Conseil non permanent de sécurité des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a préparé cette audience. Il nous fait part donc de cette rencontre avec la ministre kenyane et le chef de l'État. On l'écoute. Le président de la République a reçu ce matin la ministre des Affaires étrangères du Kenya, Mme Monica Juma.
Elle était porteuse d'un message du président Kenyatta adressé au président Guelleh. Les questions relatives à la sécurité dans la région ont été évoquées. Les relations un petit peu tendues qui existent actuellement entre la Somalie et le Kenya ont fait l'objet également d'un entretien et de discussions. Bien entendu, la troisième question importante qui a été évoquée est celle de la candidature des deux pays au Conseil de sécurité des Nations Unies à un poste non permanent. Et donc, comme vous le savez, Djibouti est candidate pour la période 2021-2022. Le Kenya aussi. Et il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. Donc, nous sommes en train de discuter toujours avec le gouvernement kenyan pour qu'on puisse trouver une solution afin qu'un des deux pays puisse être, je dirais, soutenu par l'Union africaine. Je pense que nous sommes en train de continuer nos discussions, mais la question n'a pas encore été tranchée. Et donc voilà un petit peu l'objet de la visite de Mme Djouma à Djibouti. Et je compte également me rendre au Kenya pour justement continuer nos discussions et sur ces trois points qui sont importants pour la région. Et ce message de condoléances qui nous est parvenu au département de la présidence de la République, Ismaël Omar Guelleh adresse un message de condoléances au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali suite au décès survenu aujourd'hui même, hier, de son père. Dans son message, le président Guelleh a exprimé sa compassion et soutien au Premier ministre éthiopien dans cette épreuve douloureuse. Je vous prie d'étendre mes condoléances attristées à l'ensemble des membres de votre famille, entourage et amis, a dit le président de la République. Le peuple et le gouvernement de mon pays se joignent également à moi pour manifester leur sympathie au grand ami de Djibouti que vous êtes, a-t-il poursuivi. Je forme le vœu que vous surmontiez rapidement la peine humaine et familiale que constitue le décès de votre père, a enfin déclaré le chef de l'État djiboutien avant de réitérer sa sympathie et amitié au Premier ministre éthiopien. Âgé de 105 ans, le père du Premier ministre éthiopien est décédé hier en Éthiopie, à Jima, sa région natale. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Ouelsemeh, a reçu hier dans son cabinet une délégation composée de la coordinatrice du système des Nations Unies, Mme Barbara Manzi, et du représentant de l'OMS à Djibouti, Dr Ahmed Zouten. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoît Tetourab, et de plusieurs hauts cadres du département de la Santé. L'entretien a essentiellement porté sur les lignes directrices du plan de collaboration entre le ministère de la Santé et le système des Nations Unies, notamment en matière de lutte contre le paludisme et généralement sur la modernisation des infrastructures sanitaires. Les deux parties ont aussi examiné des nouvelles pistes de collaboration visant à renforcer leur partenariat multilatéral avec l'élargissement du rayon d'action et des domaines d'intervention. Les deux représentants des systèmes des Nations Unies ont réitéré leur soutien et leur disponibilité à accompagner le département de la Santé dans la mise en œuvre de la politique sanitaire du pays, inscrite dans la nouvelle feuille de route présidentielle. Le ministre de la Santé a donc remercié ses interlocuteurs pour leur engagement prompt à apporter un appui considérable et indispensable au renforcement du système de santé djiboutien. Tout autre chose, une délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumena Ahmed Hassan, s'est rendue à Koweït pour une visite de travail de 3 jours. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'élargir les partenariats des pays arabes. Elle a pour objectif de s'imprégner de l'expérience koweïtienne dans les domaines de la femme et de l'enfant, et enfin un signe d'un mémorandum d'entente entre les deux ministères. La ministre de la Femme et de la Famille, accompagnée par l'ambassadeur de Djibouti au Koweït, Mohamed Moumin, a été accueillie par son Excellence Saïd Ibrahim Al-Gharaz, ministre des Affaires sociales du Koweït. Une discussion portée sur les voies et moyens de renforcer les partenariats entre les deux départements ministériels. Le ministre des Affaires sociales a organisé donc en l'honneur de la ministre djiboutienne de la Femme et de la Famille un déjeuner. En outre, les responsables du ministère et l'ambassadeur de Djibouti au Koweït ont été ainsi invités à ce repas. La journée d'aujourd'hui donc fut une journée marathon, en effet, dès les premières lueurs du soleil. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakari Cheikh Ibrahim, à bord de l'hélicoptère, a effectué une visite d'inspection et de contrôle inopiné de 3 localités, à savoir Daoudaya, commandement de Tadjoura.
Son déplacement, le général, le chef d'état-major général des armées, s'est accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Mohamed Elmi Abane, chef de la division opération, du colonel Wahib Moussa Kalinle, commandant de l'armée de l'air, et du colonel Moussa Mohamed Moussa, directeur général de l'administration et des finances. Accueilli donc par le commandant d'unité responsable de chaque localité, objectif inspecter, contrôler, afin de s'acquérir de la situation sécuritaire réelle de la zone, de sensibiliser les militaires sur la sécurité de leur région à l'approche de la fête de l'indépendance et des conditions de vie des soldats. La première étape de la visite inopinée a été le camp de Daoudoya, où le chef d'état-major général des armées a immédiatement entrepris une visite guidée du camp de cette localité, puis reçu un compte rendu de la situation sécuritaire. L'inspection inopinée débutait donc toujours par une visite guidée du camp par le commandant d'unité respective, suivi d'un contrôle des moyens mis à sa disposition pour effectuer dans les meilleures conditions les missions dévouées. Ces missions régaliennes diverses et variées s'étalent de la surveillance du territoire pour décerner tout mouvement ou pénétration de l'ennemi, de la défense intégrale, territoire, ainsi que de l'assistance apportée à la population locale. Puis le chef d'état-major général des armées s'est entretenu avec le commandant d'unité pour savoir les défis auxquels il fait face, écouter les doléances et apporter des solutions immédiates pour les urgences. Ainsi, après un compte rendu, le général de la région, chef d'état-major général des armées, a expliqué l'objet de sa visite d'inspection inopinée. En effet, en raison des festivités du 42e anniversaire de l'indépendance du pays, le général Zakeli Cheikh Ibrahim a exhorté chaque militaire à rehausser l'état de vigilance et de renforcer la sécurité de la région afin de contrecarrer toute action malsaine et destructrice des malfaiteurs ou d'ennemis. En effet, c'est dans les moments d'intenses activités telles que les préparatifs des fêtes d'indépendance que l'ennemi profite de la situation pour s'aimer un climat d'insécurité. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer la sécurité à travers des patrouilles et une présence accrue afin de dissuader tout malfaiteur. En outre, il a souligné l'importance de soutenir la population locale à travers des actions d'entraide et d'assistance de toute nature. Dans ces régions reculées du pays, l'armée nationale, donc de par sa présence géographique, constitue un maillon fort et un lien permanent. Aussi, l'amélioration des relations avec la population locale permettra d'instaurer un climat de confiance et de sécurité. Par ailleurs, le général Zakeli Cheikh Ibrahim a attiré l'attention des militaires sur les principes d'unité et de cohésion qui constituent le socle des forces armées djiboutiennes. Le général donc a déployé toute son énergie pour inculquer ces valeurs d'unité, de cohésion et d'appartenance à une nation. C'est en restant unis, a-t-il dit, que les défis seront surmontés. Après Daoudoya, ce fut au tour de la localité de Balhou de recevoir la délégation du haut commandement militaire rendue par le chef d'état-major général des armées. Là aussi, le général Zakeli Cheikh Ibrahim a été accueilli par le commandant d'unité, puis a entrepris une visite guidée du camp militaire. À chaque étape de cette tournée, le général a reçu un compte rendu de la situation sécuritaire. La première réunion du comité technique chargé de la mise en place du registre national des personnes physiques a eu lieu ce matin sous la présidence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed. Cette séance a réuni nombre de secrétaires généraux et directeurs de départements ministériels, membres du comité technique, Madame le maire de la capitale ainsi que le chef d'état-major de la police nationale est également présent. Outre la mairie et la police nationale, d'autres institutions telles que le ministère des Affaires sociales, la direction de la population, l'exécution budgétaire, le ministère de l'Éducation nationale, la NIFIP, la CNSS ou encore l'ANCI et Djibouti Télécom donc étaient tous représentés. En inaugurant la réunion, le secrétaire général donc de la primature n'a pas manqué de souligner que l'objectif principal de ce comité était d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'administration nationale en mettant en place une infrastructure sécurisée d'identification de la population, notamment dans les processus de lutte contre la pauvreté ou encore la couverture santé pour tous. Le secrétaire général de la primature, dans son allocution, surtout mis en exergue la mission principale du comité qu'il préside, précisant qu'il s'agit avant tout de poursuivre le chantier de la modernisation et de la réforme des services publics à l'ère numérique. Il a également rappelé que le comité interministériel de ce projet est présidé par le Premier ministre qui appuie, a-t-il dit, les travaux de ce comité.
Celui-ci doit ainsi formuler rapidement des recommandations techniques destinées à élaborer au final un plan d'harmonisation des services publics à des fins d'utilisation généralisée du numéro national d'identification. Cet identifiant unique permettra à terme une meilleure gestion et suivi de données individuelles de la population au travers d'un registre national des personnes physiques. Les membres du comité se sont mis d'accord sur la tenue des réunions régulières afin de faire progresser ce processus important qui représente une des priorités majeures du gouvernement. Écoutons M. Ibrahim Younis Omar, représentant la direction de l'ANCI. Il revient sur le rôle du comité évoqué et sur la mission qui est la sienne. Nous aurons donc cette intervention dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, suite à l'ordre de mission du ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Mohamed Rabelais, un contrôle conjoint rassemblant les principales institutions du marché du travail et entreprises dans les sociétés localisées dans la région d'Ali Sabihi. Ce contrôle conjoint s'inscrit dans l'objectif 8 qui consiste dans le travail décent et la croissance économique des objectifs du développement durable. À ce titre, le contrôle est par excellence l'instrument qui vise à garantir l'effectivité de l'application correcte des normes du travail pour asseoir le travail décent conformément au Code du travail de Djibouti. Par ailleurs, l'objectif de ce contrôle consiste à sensibiliser les sociétés, rassurer l'ensemble des travailleurs de la région sur l'existence de dispositifs régaliens de l'État pour assurer le respect de la législation du travail sur tout l'étendue du territoire national. À travers cette campagne de contrôle dirigée par l'inspecteur général du travail, M. Abdi Farah Idle, une des missions du ministère du Travail est aussi d'asseoir la promotion de bonnes pratiques des relations professionnelles saines, encourager le cadre du travail décent, créer et pérenniser une culture de climat stable et saine dans tout ce qui se rapporte à la relation de travail, en tout lieu où s'exécute une relation de travail proprement dit. Les institutions de travail, de l'administration du travail, en particulier l'inspection générale du travail, seront toujours présentes donc pour relever les défis. Et nous écoutons justement l'inspecteur général du travail qui a dirigé cette campagne. Et nous avons donc, pour nous en dire plus, comme invité sur ce plateau, M. Abdellah Ali Mohamed. Vous êtes secrétaire général du ministère du Travail. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, une délégation, on en parlait à l'instant, de votre département est en tournée. Alors, dans cette campagne consiste à encourager, on a dit, le cadre du travail décent. Qu'en est-il? Je vous remercie de nous avoir invités pour nous permettre d'apporter des éclaircissements sur l'action que vient d'engager le ministère du Travail. Le ministère du Travail vient de lancer aujourd'hui une campagne de contrôle dans les régions qui va débuter par la région d'Ali Sabihi. Ce contrôle réunit 3 institutions, tous rattachées au ministère du Travail, l'ANEFIP, la CNSS et l'inspection générale du travail. Ce contrôle a pour objet de vérifier les conditions générales du travail, c'est-à-dire vérifier si la législation du travail qui existe est bien appliquée par les opérateurs économiques, vérifier aussi si les employeurs s'acquittent de leurs cotisations, si les obligations du Code du travail sont respectées par les employeurs, telles que disposer d'un contrat de travail écrit, vérifier aussi également si les cotisations sociales sont payées par l'employeur et pour que les employés puissent bénéficier des prestations sociales. Ce contrôle aussi intègre pour les employés qui font appel à la main-d'œuvre étrangère, vérifier s'ils sont bien titulaires de permis de travail pour les employés qu'ils emploient. La main-d'œuvre étrangère, c'est donc dans le cadre d'une meilleure régulation du marché du travail que s'effectue ce contrôle. Il s'agit de réduire en amont les conflits individuels ou collectifs qui naissent à travers des plaintes des plaignants. Nous enregistrons des doléances donc, qui sont
ce qui se rapporte au point sur lequel vont porter les contrôles. Ces contrôles vont aussi permettre de prévenir et de garantir les droits des travailleurs, de les protéger contre les risques sociaux et professionnels. Nous avons pas commencé par... avant de commencer le contrôle, nous avons mené une campagne de sensibilisation pendant plusieurs semaines pour rappeler aux employeurs l'intérêt d'être en règle avec la législation du travail. Donc, ce contrôle, il ne s'agit pas uniquement d'une fonction de gendarme, mais il s'agit aussi d'accompagner les employeurs pour les encourager, que ce soit l'inspection du travail ou la CNSS ou l'ANEFIP. Ces institutions ont pour vocation et mission d'accompagner les opérateurs du travail et leur permettre d'être en règle avec leurs obligations. Voilà l'objet de ce contrôle. Donc nous avons commencé par la région d'Ali Sabieh. Nous allons continuer ce contrôle dans les autres régions. Message transmis. Merci, monsieur le secrétaire. On rappelle, vous êtes secrétaire général du ministère du Travail. Merci encore une fois, monsieur le secrétaire général, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Également, dans l'actualité, dans la journée d'hier, une importante délégation japonaise s'est rendue par la voie maritime à Hayu, chef-lieu de la région d'Obok, afin de s'enquérir de la situation du développement régional. Cette délégation composée du maire de Hayu, ville située de Hanyo, ville située à l'heure de Tokyo, du président du Business Friendship Association Djibouti-Japon et des investisseurs, notamment du président d'Ozawa, Kojiu, et celui de Regard, fut accompagné par notre ambassadeur du pays de Soleil Levant, Ahmed Alaïta, également Obokois de cœur. À son arrivée à Obok, après une visite de courtoisie chez le préfet Hassan Dabelé, la mission a été reçue par le président du conseil régional, Mohamed Ismaël, en compagnie des élus au sein de leur bâtiment. Au cours de cette rencontre, le président du conseil régional n'a pas manqué de remercier le secrétaire d'État chargé à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, et les visiteurs de marque par le choix de la ville d'Obok. Ce fut également l'occasion aux élus d'Obok de présenter le plan de développement de la région mettant en exergue la situation géostratégique de Hayu, les secteurs prioritaires ainsi que les potentialités, notamment halieutiques et touristiques. De leur côté, le maire de Hanyo et ses accompagnateurs n'ont pas caché leur satisfaction de visiter et découvrir Obok. Le maire de la ville de Hanyo donc souhaite approfondir les échanges entre les deux villes par le biais d'une coopération décentralisée. À l'issue de cette rencontre, 2 cadeaux ont été échangés entre les deux parties. Également dans l'actualité de là, nous passons donc à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Nous restons toujours à Djibouti, pardonnez-moi, dans le cadre de la coopération bilatérale entre Djibouti et le Japon, toujours, et au terme des travaux en tant que volontaire d'aide technique, assistance et formation au profit des animateurs des centres de développement communautaire, l'honorable Endo Iyoruki a présenté le bilan de ses activités formatrices 2018-2019 sur plusieurs volets dans plusieurs CDC de la capitale, depuis sa désignation par la GECA, l'Agence japonaise de la coopération internationale. Une projection des différentes activités comme l'initiation à la langue nippone, à l'anglais, la culture, le sport, la collaboration donc et le partage s'est déroulé au CDC du quartier 3, en plus des cours de langue étrangère et des activités sportives et culturelles. Les connaissances du civisme et la formation des animateurs sur des notions innovantes et futuristes figurent parmi les principales thématiques visant à renforcer les capacités de ces plateformes d'interaction sociale. L'événement s'est déroulé en présence des responsables de la GECA, de la coordinatrice à Djibouti, le chargé de formulation des projets, Mme Rahma Hamadi Ali, et les 2 chefs de CDC, Roulacha Ali et Ahmed Ali. Et de là, nous passons donc à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Le président de la Banque africaine de développement a souligné lors de la cérémonie de clôture des assemblées annuelles de la Banque à Malabo
en Guinée équatoriale, la bonne santé financière de l'institution qu'il dirige. Il a par ailleurs indiqué que les actionnaires de la banque ont été impressionnés par le travail accompli dans le cadre de l'intégration régionale sur le continent. Il avait été élu à la tête de la Banque africaine de développement le 28 mai 2015 pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Matteo Salvini partage les préoccupations des États-Unis. Le vice-premier ministre italien a été reçu par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo à Washington. Il a affiché sa proximité avec l'administration de Donald Trump. Matteo Salvini a évoqué de nombreux sujets internationaux et critiqué les fragilités de l'Union européenne. Il a attaqué le mauvais bilan à ses yeux de la chef de la diplomatie européenne, sa compatriote Federica Mogherini, à la veille de son propre déplacement à Washington. Il doit encore s'entretenir avec le vice-président Mike Pence à la Maison-Blanche. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.